Bonjour Monsieur Mahé. Bonjour. Vous faites partie du SDIS 76. Est-ce que vous pourriez commencer par nous dire quelques mots sur votre fonction? Donc, lieutenant-colonel Erwan Mahé, comme vous l'avez précisé, officier au SDIS 76, en charge notamment de la direction des systèmes d'information. Et d'un point de vue opérationnel, cadre du département dit chef de site et conseiller technique zonal en risque chimique et bien entendu conseiller technique départemental adjoint en risque chimique. Merci bien. Pensez-vous qu'il faut faire évoluer les outils de gestion de crise liés à des accidents technologiques? Et si oui, pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Alors, comme vous pouvez l'imaginer, j'ai eu à gérer ou à intervenir sur pas mal de situations opérationnelles, on va dire de conduite opérationnelle jusqu'à des situations de crise. Ce qu'on peut noter, c'est que on a souvent besoin d'informations et que celles-ci sont généralement disponibles. On le découvre souvent à l'occasion des retours d'expérience. Mais pendant la crise, pendant l'événement, en fait, cette information, ces contenus, ces analyses n'étaient pas accessibles ou en tout cas étaient difficilement accessibles et difficilement, on va dire, consommables pour l'intervenant, le technicien du secours, sur l'espace-temps compatible avec la situation. Alors, la difficulté pour nous, c'est qu'il y a quasiment autant de POI que d'exploitants, même si on retrouve toujours les mêmes trames. Je n'ai pas encore rencontré d'industriel qui n'était pas heureux de nous transmettre son POI lorsqu'on arrivait chez lui. Pour la plupart, il l'avait déjà ouvert. La difficulté pour nous, c'est on n'est pas habitué à la forme documentaire de l'exploitant, à sa structure, à son plan. Les POI sont toujours là, sont toujours accessibles. Parfois, on peut aussi se laisser embarquer sur le fait qu'on va sur direction immédiate sans prendre le temps d'analyser ou de regarder ce qu'il y a dedans. Donc, les POI sont disponibles. C'est les informations à l'intérieur qui sont parfois inaccessibles ou en tout cas inaccessibles dans l'espace-temps qui est le nôtre. Alors forcément, on développera cette accessibilité par des entraînements, des exercices, etc. Néanmoins, à l'époque du numérique, je pense à certains agrégateurs de données ou de logiciels, on pourrait concevoir des choses qui nous facilitent la vie, en fait, entre guillemets. Il faudrait imaginer d'intégrer les données du POI, les données des études de danger également? Oui, alors là aussi, en fonction des entreprises, dans les PC exploitants, on a directement ou indirectement accès aux études de danger. Bon, là, on arrive dans un niveau plus d'expertise, de conduite opérationnelle. Oui, les études de danger font aussi partie des besoins, en tout cas des outils qui peuvent nous aider à traiter la situation, au même titre que les retours d'expérience. Je pense entre autres au... Alors c'est toujours facile hein, pour nous, enfin facile. Une connexion Internet, on va sur le Barpi, on met deux, trois mots-clés et on arrive vite à découvrir que la situation dans laquelle on est confronté a déjà été vécue par tel ou tel exploitant ou tel industriel. Euh, pour autant, c'est toujours une démarche proactive et puis on passe d'une interface à une autre. Voilà, enfin, c'est peut-être le rêve, mais quelques mots-clés, un petit peu de, je ne vais pas dire d'intelligence artificielle peut-être, mais rendre ces données accessibles et en tout cas consommables dans l'espace-temps avec la contrainte opérationnelle. Une étude de danger, un scénario de danger avec tous les paramètres que l'on connaît, avec toutes les précautions d'usage que l'on peut connaître dans les modélisations, à 3 heures du matin, ça peut être compliqué à assimiler. Donc, c'est rendre aussi ça facile. Est-ce qu'il faudrait également croiser ces analyses, ces études, avec l'état du site au moment de l'incident, l'état des potentiels de danger, l'état des moyens d'intervention? Oui, alors ça s'est fait un temps. J'ai souvenir sur pas mal de dépôts à une époque, on avait accès à une boîte aux lettres dans laquelle avait été présent alors, de façon quasi synchrone l'état des stockages. Le contexte, on va dire, sociétal a fait que certaines choses ont été supprimées. Pour être clair, c'est le contexte menace. Donc on voit bien la dualité entre rendre de la donnée accessible notamment au secours avec l'état des potentiels de danger, l'état des stocks, etc.
Je n'irai pas jusqu'à dire certaines formules chimiques parce que voilà, on est sous le confidentiel, mais cette dualité entre l'état réel des ressources versus ne pas trop en dire par rapport à d'autres problématiques. Donc oui, nous, on souhaite connaître la disponibilité. De toute façon, c'est la première question qu'on va poser. Où est-ce qu'on en est du stock? Quelle est la ressource incendie? Est-ce que tout est opérationnel, etc. Donc là aussi, ça fait partie des sujets qui nous intéressent quand on arrive. Ce qui est parfois difficile, c'est de devoir poser les questions. On aimerait bien que ça revienne tout seul, en fait. Avec des données également métrologiques, de métrologie? Alors, on a accès, enfin, de la métrologie à des balises. C'est encore une fois, c'est toujours par l'interface. C'est normal, hein, l'interface de l'exploitant. On formule la question et on a généralement la réponse où l'exploitant se débrouille pour nous la communiquer au plus tôt. J'avouerais que interroger un automate, pouvoir visualiser sur une cartographie l'état des balises, par exemple, pour les sites qui ont des balises fixes, de façon simple, didactique et ergonomique, ce serait forcément un plus. Avec des possibilités, j'imagine, de calcul. Ça, c'est le rêve. Clairement, il est très très difficile d'appréhender le terme source sur une situation accidentelle. Alors là, on se focalise sur les sites industriels, c'est globalement plus facile. Dès que vous touchez le transport ou les risques un peu plus diffus, ou sur des industriels de moindre mesure ou des entrepôts, des choses comme ça, c'est toujours difficile de qualifier le terme source. Qui nous permettrait de pouvoir calibrer notre réponse. Donc, comment on fonctionne aujourd'hui? Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais on fait en fait du rétro-calcul à partir de quelques éléments de métrologie, et même si c'est très tiré par les cheveux, on essaye de remonter à un terme source virtuel. Donc oui, l'idéal, ce serait, alors sans aller, alors je sais qu'il y a quelques réflexions là-dessus, mais si je prends des outils de base tels que Aloha, par exemple, pour nous, quelques points de mesure nous permettent d'identifier le terme source. Clairement, est-ce qu'on parle de dixièmes de kilos par seconde, de kilos par seconde, de dizaines de kilos par seconde ou de centaines de kilos par seconde? Enfin, on est dans des ordres de grandeur en situation opérationnelle. On peut se contenter de dizaines sans difficulté, des marges d'erreur qui sont largement acceptables. C'est ça ou rien, donc c'est forcément ça. Donc l'enjeu pour vous, c'est de pouvoir identifier, je suppose, les distances d'effet et savoir comment construire votre intervention, comment distribuer vos équipes sur le terrain. Oui, tout à fait. C'est essayer de comprendre, essayer de cerner la problématique de l'instant, essayer d'identifier ce qui pourrait nous arriver de pire maintenant, donc la rupture de certaines barrières, par exemple, de nouveaux paramètres qui pourraient aggraver la situation, pardon. Et à partir de là, identifier des zonages. Alors, il y a bien entendu les zonages de la réglementation française, hein, liés à l'urbanisme, au PPRT. On a aussi l'habitude d'utiliser les zonages d'autres normalisations. Je pense enfin, aux approches NFPA, enfin, IDLH, AEGL, etc., qui nous permettent d'adapter notre posture opérationnelle aux situations accidentelles dans des espaces-temps assez courts, 0,3 heures, 3 heures, 6 heures. Les sujets au-delà de 12 heures sont sur une autre dimension pour nous. Afin de pouvoir agir, il faut que vous puissiez prévoir, et cela d'autant plus lorsqu'il y a des effets dominos potentiels, des effets cascades, et plus encore peut-être si on a des accidents complexes comme les accidents NATEC. Oui, tout à fait. La difficulté par rapport aux cibles, donc quand j'entends les cibles, c'est enfin, les personnes, notamment les populations, quand il s'agit d'événements susceptibles d'avoir des impacts enfin, en dehors des limites de l'exploitant ou en cas du transport sur la voie publique, c'est de pouvoir identifier la meilleure posture pour bien entendu protéger les populations tout en ayant bien conscience du principe de réalité. Voilà, j'ai souvent tendance à évoquer l'accident de wagons qui transportent de l'ammoniac en fonction du scénario. En 40-45 minutes, le wagon est vide. Donc, on n'est plus sur une problématique risque techno, mais vraiment du secours à personne, puisque sur le delta de temps, s'il n'y a pas eu une préparation de la population, il est clair qu'on sera sur une dimension secours à personne. Après,
Vous avez évoqué les sujets risques naturels et technologiques. Il y a les sujets accidentels sur des scénarios, mais il y a aussi les sujets entre guillemets intentionnels ou les catastrophes naturelles où vous avez beau avoir toutes les études du monde et fait les calculs sur la pluie décennale ou la crue centenale. Si vous n'avez pas de chance, ce jour-là, vous avez l'événement plus autre chose. Et les derniers événements, je pense entre autres au cru du Var, etc., montrent bien que voilà, vous avez tout prévu, mais pas prévu ça en fait. Et donc là, il nous faut des outils pour pouvoir faire des calculs ad hoc en fonction de la situation spécifique dans laquelle vous vous trouvez. Oui, des calculs exploitables par des pompiers en situation d'urgence. Donc, ça veut dire être en capacité de faire le calcul assez rapidement avec, entre guillemets, assez peu de données d'entrée. D'avoir le résultat rapidement, facilement exploitable. Quand je dis exploitable, c'est idéalement des zonages directement visualisables sur un fond cartographique avec connaissance des enjeux. Là aussi, sur un zonage, être dans une zone urbanisée, en zone rurale ou en zone industrielle, la posture opérationnelle sera différente. J'ai tendance à dire que si la population a été bien préparée, entre guillemets, elle est résiliente, on peut s'autoriser certains choix qu'on ne pourra pas proposer au directeur des opérations dans un autre cadre. Est-ce que les problématiques liées aux évolutions de la transition énergétique, avec les nouvelles infrastructures critiques, avec l'hydrogène, bon, photovoltaïque, ça fait quelque temps, mais on sait que ça peut poser problème lorsque des entrepôts très grands possèdent de très nombreux panneaux photovoltaïques, qu'il peut y avoir des départs de feu, qu'il y a des multi-acteurs, multi-exploitants, des mixtes relativement complexes, avec des acteurs nouveaux aussi. Est-ce que cela, c'est une question d'actualité pour vous? Est-ce que cela complique encore la donne et ça, finalement, vous fait dire que les outils de gestion de crise, les outils numériques de demain sont vraiment de plus en plus nécessaires? Oui, clairement, l'arrivée de toute cette nouvelle technologie, ces hybridations, enfin, je ne veux pas dire que ça complexifie le travail, mais un peu quand même, ça fait plus d'éléments à prendre en compte. C'est tout bête, mais les panneaux photovoltaïques sur des bâtiments agricoles, hein, on peut quitter le domaine industriel. Jusqu'alors, c'était assez peu présent, voire très anecdotique. Aujourd'hui, ça devient quasi fréquent. C'est même devenu une de nos questions. Voilà, en plus des produits phytosanitaires qui peuvent nous poser quelques difficultés par rapport à la toxicité des fumées et des néo-ruraux, par exemple, cette dimension panneau photovoltaïque peut compliquer la donne, au même titre qu'on a aussi les constructions historiques. Si vous avez un bâtiment qui a été construit à une certaine époque, ben, on peut se retrouver confronté à des problématiques amiantes. Et là aussi, la ferme était isolée il y a encore 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, vous avez un mitage, voilà, il y a de l'habitation à côté des fermes. C'est l'évolution de la société, ça complique la donne. Donc une évolution de la société qui appelle une évolution de vos outillages et de vos outils. De nos outils, de nos techniques, qui montrent surtout, si je peux me permettre, le besoin aussi de préparation de la population. Voilà, enfin, notre préparation, bien entendu, hein, la nôtre, celle des exploitants, le travail qui est fait en synergie avec les PPRT, les associations. Mais n'oublions pas la dimension population. Voilà, tous ces acteurs-là ont, à un moment ou à un autre, un rôle à jouer pour pouvoir adapter sa posture lorsque la situation deviendra catastrophique. On va parler de Synapse. Oui. Synapse, pour vous, apparaît comme typiquement l'outil dont vous auriez besoin. Alors, Synapse aujourd'hui, tel qu'il est proposé et développé par l'État, on voit que c'est un collecteur d'informations situationnelles. Il partage un grand nombre de données. Petit à petit, on se rend compte que c'est l'outil utilisé au niveau central pour partager la situation. Pour l'instant, les services incendies, pour la plupart, n'ont pas encore accès à Synapse, mais ça ne saurait tarder, je l'espère. Voilà, c'est un outil intéressant.
qui permet de partager simplement des données. On pourra même imaginer demain des API qui nous permettent d'illustrer assez simplement. On parlait tout à l'heure des balises. Voilà. Après, encore une fois, c'est de la donnée. Ça nécessite un accompagnement humain pour en faire un bon usage. Donc, faut rester prudent. Mais oui, Synapse me semble le bon outil et j'ai identifié, je pense au SDIS-13 qui de par son travail de benchmark, s'est lancé aussi dans un véhicule cartographique. Donc, ils sont capables aujourd'hui de projeter sur le terrain un véhicule cartographique pour faire du partage de situation. Euh, la question, je leur ai posé la question de Synapse, oui, ils l'ont en ligne de mire. Tout ça converge. En fait, l'idée, c'est de réussir à proposer soit un outil commun, ce qui est peut-être difficile, soit des outils interfaçables, en tout cas qui sont capables d'échanger de l'information avec la granulométrie adaptée au public. Voilà, on ne fait pas tout et n'importe quoi, mais oui, Synapse me semble un outil intéressant. Ben, écoutez, merci beaucoup pour vos propos. Merci bien. De rien. Merci.